Il est bientôt 15 h, bienvenue dans l'après-midi info sur BFM TV. C'est le retour au pouvoir de Donald Trump à 78 ans. Le républicain a réussi son pari de revenir à la Maison-Blanche avec une victoire sans appel. Une vague rouge a déferlé sur l'Amérique. Ce comeback est d'autant plus extraordinaire que sa troisième campagne a été marquée par 2 tentatives d'assassinat, 4 inculpations et une condamnation au pénal. Toutes nos équipes sont mobilisées, vous le voyez, à travers le pays. Et bien sûr, on veut vous voir, Benoît Ballet. Tout de suite, vous suivez Donald Trump car il est actuellement 9 h en Floride. Et quel est le programme du nouveau 47e président des États-Unis pour cette journée? Alors, chose assez inhabituelle pour tout vous dire, on attend encore la première manifestation du désormais président désigné, président élu, president elect comme on dit ici aux États-Unis. Toujours pas de tweet de Donald Trump ou de publication sur son réseau social Truth Social. Ça c'est assez inhabituel, mais on se dit quand même que Donald Trump est réveillé à l'heure qu'il est. Alors, pas encore de programme particulier pour sa journée. Pourquoi? Parce que tant que Donald Trump n'est pas investi, et il le sera le 20 janvier, il n'est pas soumis à la règle coutumière qui veut que, il donne son agenda à la presse américaine qui le communique ensuite au reste des journalistes. Donc on n'a pas véritablement d'indice sur sa journée. On se doute évidemment que il ne va pas se priver d'une petite conférence de presse, d'un déplacement dans lequel il pourra être filmé. Donald Trump qui adore avoir les caméras autour de lui, qui adore l'attention médiatique. Tout ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que le programme est très clair. D'ici le 20 janvier et l'investiture, il y a une échéance. D'abord, c'est le 11 décembre. Là, tous les États, les 50 États qui ont donc voté hier, vont se rassembler pour certifier les résultats à l'intérieur de chaque État. Ensuite, autre échéance très importante, le 6 janvier, certification des résultats par le Congrès. Et donc, le 20 janvier, l'investiture, la passation de pouvoir de Joe Biden à Donald Trump. D'ici là, Donald Trump a donc plusieurs semaines pour peaufiner son équipe gouvernementale, son cabinet, comme on le dit ici, choisir les fonctionnaires qui l'accompagneront dans cette administration Trump 2.0. Et parmi deux noms qui reviennent, celui d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le patron de Tesla, de SpaceX et du réseau social X, qui pourrait donc être nommé à un poste d'auditeur général pour essayer de faire des économies à l'intérieur de l'administration fédérale de Washington. Et puis un autre nom, c'est celui de Robert Kennedy Jr., qui lui pourrait obtenir un poste très important à la santé du gouvernement de Donald Trump. Merci beaucoup Benoît Bell avec Caroline Bertolino et Vincent Berthezen. On va faire le point, bien sûr, on va continuer d'analyser cette victoire haut la main, on le répète, de Donald Trump. On va continuer d'analyser les résultats du scrutin avec vous, Damien Gourlet. Un point global, que reste-t-il à attribuer désormais ? Est-ce que vous aimez le gris, Sonia? J'ai encore 3 États gris sur ma carte. On va les découvrir ensemble. 3 États qui n'ont pas encore livré leur décision. Pour les autres, c'est plié, soit parce que le dépouillement est terminé, soit parce que l'avance de Donald Trump ou de Kamala Harris est telle qu'elle ne peut plus être comblée. Le prochain État qui devrait donner sa décision, en tout cas, c'est le Michigan. Le Michigan, l'État des Grands Lacs à la frontière avec le Canada. C'est un État où Donald Trump a fait campagne beaucoup sur la voiture thermique. L'industrie automobile y est très puissante. Il a aussi beaucoup parlé de l'industrie minière, qui a énormément plu aux électeurs, et les 15 grands électeurs du Michigan devraient très vraisemblablement tomber dans l'escarcelle républicaine. L'État qui a donné sa décision juste avant, c'est le Wisconsin, le petit frère, juste à gauche. À l'ouest, le Wisconsin qui restera l'État qui a fait basculer l'élection 2024, puisqu'il a apporté à Donald Trump les grands électeurs qui lui manquaient pour franchir le cap des 270 au collège électoral. Côte ouest, il y en a 2 autres qu'on attend un petit peu plus tard, parce que les bureaux de vote ont fermé plus tard qu'ailleurs. Il s'agit du Nevada et de l'Arizona. Pour l'instant, Donald Trump est toujours en course pour un grand chelem dans les swing states que Joe Biden n'avait pas réussi à accomplir en 2020 puisqu'il avait perdu la Caroline du Nord. C'est bien parti de ces swing states le plus richement doté en grands électeurs. C'est la Pennsylvanie, 19 grands électeurs pour ce rectangle qui est à proximité de New York. C'est un État dans lequel les candidats ont dépensé énormément de temps, énormément d'argent, des centaines de millions de dollars pour cette seule Pennsylvanie. Et pour les démocrates, donc grosse déception, leur défaite est assez nette. Il n'y a pas eu d'effet Joe Biden ou d'effet Taylor Swift, qui sont tous les deux natifs de Pennsylvanie.
Merci beaucoup Damien Gourlet. On présente le plateau. Bonjour Hélène Kuntz. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, consultante États-Unis pour BFM TV. Amy Porter, bonjour. Vous êtes porte-parole des démocrates en France. Et Isaac Barchicha, bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole des Républicains en France. Hélène Kuntz, une première question. Tout d'abord, on le disait, il a déjà remporté 4 des 7 États clés. Donald Trump, on a dit pendant des mois, pendant des semaines que cette élection serait peut-être la plus serrée de l'histoire. Comment expliquer qu'aussi vite, aussi rapidement, on puisse annoncer Donald Trump président des États-Unis? C'est aussi une surprise aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'était rapide parce qu'on s'est beaucoup amélioré, surtout dans la Pennsylvanie, par exemple, sur le comptage des voix. Il y avait beaucoup de déceptions sur la longueur de comptage. Oui, ça a mis 4 jours en 2020. Oui, c'était jusqu'au samedi suivant. Donc, effectivement, il y avait amélioration des procédures. Toutefois, on reste dans la marge d'erreur. À chaque fois, la marge d'erreur, c'était à 3,4%. Mais à chaque fois, la marge d'erreur, c'était en faveur de Donald Trump. D'où la surprise. Et puis, on peut prendre bien note qu'il y avait moins de votants qu'en 2020, quand on était en plein confinement avec le Covid. On était autour de 62% de votants. Et là, on est retombé. Ce n'est que malheureusement à peu près la moitié de la population qui a réellement voté, autour de 55%. Isaac Barchicha, Donald Trump qui est en train de rafler, vraiment on l'a dit, quasiment tous les États clés, en tout cas une bonne partie. On a parlé de cette vague rouge qui a déferlé sur l'Amérique. Ça reste une surprise? Alors déjà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que Trump is back et c'est ce que nous souhaitions. C'est une bonne chose parce que la démocratie a parlé et s'est prononcée de manière très claire puisque on nous reprochait un certain nombre de choses, notamment sur les conditions éventuellement de ce scrutin qui s'est très bien passé au final. On a vu un Donald Trump qui a pris le temps et pris de la hauteur avant de se prononcer très tard dans la nuit, après 2 heures du matin. Et donc aujourd'hui, l'Amérique est de retour dans le système mondial et nous attendons beaucoup de Trump et de ce nouveau mandat. Amy Porter, qu'avez-vous pensé de la campagne de Kamala Harris? Beaucoup aujourd'hui pointent du doigt sa campagne. Alors, il faut savoir que je ne suis pas politologue, je suis simple militante et bénévole au sein du Parti démocrate en France. Donc, je n'ai pas suffisamment de recul pour l'instant pour analyser ce résultat, pourquoi les gens ont voté tel qu'ils ont voté. Je pense qu'objectivement, Kamala Harris a mené une campagne excellente, sans faute même, mais très très courte évidemment, 107 jours, uniquement depuis le 21 juillet. Et je ne veux pas m'avancer trop dans les analyses parce que je vois déjà des opinions totalement contradictoires qui disent par exemple d'un côté c'est la faute de Biden, il aurait dû désister avant, et l'autre qui dit c'est la faute de Biden, il n'aurait jamais dû désister, il aurait dû rester dans la course, c'est lui qui aurait gagné. Donc on verra dans les jours et les semaines à venir, on regardera la démographie des gens qui a voté pour qui. On sait que Harris a remporté de 10 points avec les femmes, Trump de 10 points avec les hommes, donc ça fait kiff-kiff quelque part. Puis pour le reste, il nous faut quand même un peu de recul. Moi, je ne mets pas la faute ni sur les électeurs, ni sur la campagne. Alors désormais, quelles conséquences dans le monde après donc l'élection de Donald Trump? Beaucoup d'interrogations désormais. On va faire le point, bien sûr, le retour du républicain à la Maison-Blanche qui risque d'avoir un impact déterminant dans les 2 conflits qui déchirent la communauté internationale actuellement. La guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie, le risque d'embrasement du Proche-Orient après plus d'1 an de combat entre Israël et le Hamas à Gaza. Stéphane Amar, tout d'abord, on vous retrouve. Vous êtes correspondant à Jérusalem. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou salue le plus grand retour de l'histoire. Cette victoire marque selon lui un réengagement puissant dans la grande alliance avec Israël. Stéphane, ce soutien, il illustre clairement l'alliance solide entre Israël et les États-Unis. Oui, absolument. Benjamin Netanyahou est réellement euphorique. Aujourd'hui, il a souhaité, durant toute cette campagne, la victoire de Donald Trump. Il l'a dit, même s'il ne voulait pas s'aliéner les démocrates, il n'a pas caché sa préférence pour les républicains. Pourquoi? D'abord pour le passé, parce que Donald Trump a été un grand ami d'Israël dans son premier mandat, avec notamment cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, mais aussi pour l'avenir, parce que les Israéliens espèrent que les républicains de Donald Trump soutiendront encore davantage que les démocrates l'effort de guerre israélien, l'effort de guerre à Gaza, au Sud-Liban, mais surtout désormais contre l'Iran, puisque vous savez qu'il y a une véritable guerre qui s'ouvre entre l'Iran et Israël. Et les Israéliens, Benjamin Netanyahou, espèrent que Donald Trump, clairement,
choisira de soutenir une intervention en Iran pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. C'est une priorité absolue ici pour les Israéliens. Merci beaucoup Stéphane Amar. Donald Trump qui avait déclaré qu'avec lui le conflit en Ukraine cette fois serait réglé en 24 heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a félicité Donald Trump pour son impressionnante victoire et qui a dit espérer que ce dernier aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. Alexander Kerry, vous êtes notre correspondant à Kiev. Donald Trump qui avait promis de mettre rapidement fin à la guerre en forçant presque Kiev à faire des concessions face à la Russie. Quelle réaction aujourd'hui en Ukraine avec son élection ? Eh bien, les réactions, déjà, c'est beaucoup de doutes, une impression un peu de désaveu vis-à-vis des Ukrainiens, bien entendu, une impression d'abandon, mais en fait, on a un peu l'impression de revenir, eh bien, à ce moment en 2019 où, eh bien, Zelensky venait voir Trump en lui demandant des armes et surtout, on a l'impression qu'on va en fait revenir dans ce chantage, hein, en fait, que Donald Trump avait fait subir un peu à l'Ukraine. Donc, Zelensky est dans une position un peu inconfortable parce qu'il est dorénavant obligé de composer avec Donald Trump qui est entouré de gens eh bien, qui ne sont pas nécessairement pro-ukrainiens, très très loin de là. En revanche, eh bien, c'était aussi un peu attendu parce qu'on ne savait pas non plus si avec une potentielle administration Harris, eh bien, l'Ukraine recevrait énormément d'armes. Encore une fois, l'Ukraine n'a reçu que 10% des armes qui étaient censées être envoyées eh bien, depuis le début de l'année. Donc, la situation sur le front est déjà très compliquée. L'Ukraine et les Ukrainiens feront avec parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais aujourd'hui, bien entendu, eh bien, c'est à Zelensky de composer avec Donald Trump et surtout avec son comportement parfois imprévisible qui peut-être être un atout pour l'Ukraine. Hein, mais encore une fois, il va devoir composer d'une façon assez fine avec ce nouveau président. Merci beaucoup Alexander Kerry pour toutes ces précisions. Hélène Kuntz, on se pose la question forcément, à quoi faut-il s'attendre en Ukraine et en Israël notamment? Peut-il lâcher l'Ukraine, Donald Trump? Alors, malheureusement, il nous a déjà fait part de son sentiment, non seulement vis-à-vis de l'Ukraine, mais vis-à-vis de l'OTAN. Donc, ce sont des choses très préoccupantes là. De même pour son colistier J.D. Vance, qui sera donc le vice-président, qui était à la conférence de Munich, qui a aussi eu des propos très clairs. Si effectivement ils ont la main mise d'ailleurs sur le Sénat, ça veut dire le budget pour financer ces éventuelles interventions militaires. Donc là, pour le coup, ils jouent des pleins pouvoirs et ce sera extrêmement différent que l'attitude et l'intention de l'administration Biden. Isaac Barchicha, qu'attendez-vous de Donald Trump en termes de politique internationale? Écoutez, on a parlé des conflits. Moi, je retiens quand même qu'il reste comme 101 otages dans la bande de Gaza aujourd'hui, notamment des citoyens américains et français. Je note qu'à 2h30 du matin, des roquettes ont été envoyées vers Israël et une vague rouge a eu lieu aux États-Unis, mais une vague rouge de sang a eu lieu aussi en Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, Donald Trump a à cœur de finir au plus vite ce conflit qui traîne depuis trop longtemps. Et Donald Trump va pouvoir, avec son charisme, et nous l'espérons en tout cas, pouvoir enfin imposer ce qui se doit pour pouvoir mettre une fin totale à ce conflit, notamment dans le Moyen-Orient, mais aussi entre la Russie et l'Ukraine.